Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Mitton, je suis directrice du pôle Management et Soft Skills et je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle formation Flash. Alors comme vous l'avez compris, nous sommes en direct et nous le serons pendant à peu près 2 heures ensemble et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions sur le chat qui est normalement situé à droite de votre écran. Et bien évidemment, vous aurez accès à cette présentation qui vous sera adressée par Thomas très prochainement. D'ailleurs, c'est Thomas qui nous assiste techniquement pendant toute cette présentation. Aussi, si vous rencontrez des problèmes d'ordre technique, mais n'hésitez pas à mettre un commentaire dans le chat. Et puis également à interagir, à nous partager vos expériences pendant toute la présentation. Pour animer notre nouvelle formation Flash, intitulée Les enjeux de la prime de partage de la valeur pour 2024, j'ai fait appel à notre expert, spécialisé également en droit social, Aziz Akroum. Mais avant d'aborder en détail ce sujet qui nous réunit, permettez-moi de vous présenter brièvement notre groupe M2I Formation au travers de notre vidéo. Et je vous retrouve juste après. Parce que la formation fait du capital humain le cœur de la réussite entrepreneuriale de nos clients, nous les accompagnons dans une démarche globale grâce à une offre à 360 degrés conçue autour de 4 piliers majeurs. Innover, pour concevoir des expériences et des parcours pédagogiques efficaces, permettre une expérience client réussie pour booster l'interaction et le progrès. Stimuler, c'est anticiper les tendances technologiques et managériales, vous proposer une offre capable de libérer votre potentiel et d'exprimer vos talents. Nous voulons performer, accompagner les entreprises et les individus, co-construire les projets de formation et tirer le meilleur parti des leviers de financement disponibles. Et s'accomplir, se former tout au long de sa vie, enrichir et faire évoluer ses connaissances, se donner toutes les chances d'atteindre son but pour un avenir brillant. Vous l'avez compris, le groupe M2I, c'est plus de 2500 formations. Elles sont toutes disponibles en présentiel et distanciel. Et elles sont animées par nos experts avec la même qualité pédagogique et avec le même engagement. Nous proposons également des formations qui bénéficient d'une certification et qui sont donc également éligibles au CPF. Comme vous le voyez, nous avons 35 centres de formation répartis sur toute la France. Le groupe M2I propose également des parcours en alternance. Je vous remercie pour votre attention. Et je cède la parole à Aziz. On se retrouve après. Merci. Merci Céline. Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous m'entendez. Même chose, je vais vous demander simplement au préalable de bien vouloir me signaler que tout le monde m'entend bien, que le son est bon. Je vais prendre le relais sur le PowerPoint. Donc voilà, je dispense essentiellement des formations en droit social. Je suis l'un des spécialistes de chez M2I sur la question sociale. Et donc effectivement, nous avions jugé au regard de de l'actualité législative et réglementaire de la fin de l'année 2023, de vous présenter un petit peu plus en avant la question de la prime de partage de la valeur, puisque quelques nouveautés techniques s'appliquent à partir du 1er janvier. Donc moi, je vais me permettre de revenir sur la PPV quand même pour bien la comprendre, pour que tout le monde sache de quoi on parle. Je reviendrai aussi sur des notions quand même très classiques et généralistes aussi pour bien faire les choses, parce que quelque part, on peut se rappeler qu'est-ce que sont les accords d'intéressement et de participation qui doivent d'abord préalablement exister ou qui peuvent en parallèle exister. Donc, je reviendrai sur tous ces points législatifs et réglementaires. D'abord, en revanche, on va faire un petit sondage et alors je demande à Thomas de m'aider sur la technique. Donc, est-ce qu'il est possible que chacun nous dise à qui on a affaire, donc collaborateur RH, représentant du personnel, cadre dirigeant, question 1. Et la deuxième question, avez-vous déjà suivi un webinaire par moi-même? J'aurais dû commencer par ça, comme ça j'aurais su s'il fallait que je me présente ou pas. Alors, Thomas? tu m'entends? Oui, je Oui, suis là. oui, ouais, je t'entends, Thomas. Bonjour à tous, bonjour Aziz. Donc, nous avons une majorité de collaborateurs RH à 77%. D'accord. Okay. Ouais, c'est majoritaire. Hein. Après, nous avons dirigeants à 13% et représentants du personnel 6%. Pour ce qui est du webinaire, donc des webinaires proposés par M2I, plus précisément avec toi, on a un 100% de non. Donc les gens ne 100% de non, d'accord. Ok, exactement. Très bien. Bon, bah alors écoutez, les gens ne te connaissent pas. Ravi, et j'espère en tous les cas que voilà, vous prendrez plaisir à suivre et effectivement apprécier la présentation.
Alors Céline n'est pas connectée avec nous, mais je vous le dis, j'ai un défaut, je parle un peu vite. Mais comme malheureusement effectivement on a mal démarré, je vais essayer de m'y reprendre. Et donc pour le coup, eh bien je vais essayer de parler doucement. Je vais essayer de corriger le tir par rapport à ce défaut majeur qui est le mien habituellement. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif, hein, puisqu'il nous reste plus qu'1 heure et demie et il faut absolument qu'on avance parce que j'ai beaucoup de choses à voir. Vous allez voir que je suis un grand bavard. Donc effectivement, hein, on a une loi, la loi numéro 2023 1107 hein, du 29 novembre 2023. Qui porte transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise. C'est ça l'objet de notre rencontre du jour. Donc, on va évoquer un petit peu la modalité fonctionnelle de cette question, effectivement, de la prime de partage de la valeur, hein, que l'on a appelée pendant très longtemps, et vous le savez, la prime Macron. Et si vous voulez bien, je vais revenir un petit peu sur les éléments du passé pour bien que ça soit explicite, pour bien que tout le monde voit un petit peu de quoi il en retourne. Bon, j'ai eu déjà quelques interrogations qui m'avaient été faites parce que certains m'ont dit on voudrait participer à cette session, mais on n'a pas très bien compris par le passé déjà les démarches qui préexistaient. Donc, je vais revenir quand même pour faire le point parce que finalement, si vous voulez, il y a un avant et un après. Hein, pour être clair, on a une loi un petit peu dans la veine de Monsieur Macron, quelque chose qui nous tombe dessus comme ça et auquel on doit donner crédit le plus rapidement possible. Donc, c'était entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023. Et donc, à partir de 2024, il y a une modification qui a été opérée. Alors donc, pour faire simple, hein, ce qu'on appelle la prime de partage de la valeur, la PPV, donc anciennement appelée prime Macron, ou prime du pouvoir d'achat, c'est lui qui l'avait appelé comme ça, c'est un dispositif hein, qui permet à l'employeur de verser aux salariés une prime. Bon. Donc, il s'agit d'un dispositif pérenne hein, que les entreprises peuvent mettre en place chaque année. Mais dans la mesure où effectivement c'est une prime et en dépit de la notion d'usage, la prime reste facultative en elle-même. Donc effectivement, pour le coup, depuis 2022, on a un petit peu statistiquement comme ça de la fluctuation en fonction des entreprises et en fonction des choix orientés de chacune et chacun dans leur structure respective. Alors le versement dépend bien sûr d'une décision forcément de l'employeur ou alors d'un accord d'entreprise, on y reviendra. Et les conditions d'obtention et d'exonération fiscale de cette prime varient selon la date de son versement. C'est un petit peu la notion particulière auquel il faut y prêter une attention. Alors, pour bien être sûr, hein, parce qu'encore une fois, c'est toute la difficulté d'un webinaire, on ne sait pas forcément qui vous êtes et on ne sait pas forcément ce que vous savez. Donc, j'ai préféré quand même, par acquis de conscience et en guise d'introduction, je vais essayer d'aller rapidement, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qui s'est passé entre le 1er juillet 2022 et après, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, et seulement après, donc on abordera a fortiori les nouveautés de 2024. D'accord? Donc, déjà, on va aller sur la notion de quels sont les employeurs et les structures concernées. Hein, une première étape, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, quelle structure et quel employeur concerné. Donc, l'idée, hein, juridiquement, c'était les employeurs hein, qui peuvent décider de verser une prime de partage de la valeur à leurs salariés ou agents sont donc les employeurs de droit privé, donc y compris les travailleurs indépendants, donc les artisans, les commerçants, les professions libérales, les exploitants agricoles, dont on a beaucoup entendu parler, bien sûr, les établissements publics à caractère industriel et commerciaux, hein, ainsi que les établissements publics administratifs, donc ce qu'on appelle aussi communément les EPIC et les EPA. Et puis, évidemment, là aussi, on les avait pas oubliés, hein, c'est important, hein, depuis le début du quinquennat d'ailleurs, enfin depuis le début du deuxième et aussi du premier quinquennat Macron, on est très regardant sur les établissements et services d'aide par le travail, donc les ESAT. Donc voilà un petit peu hein, les structures et les types d'employeurs hein, qui étaient concernés par la démarche. Quels sont les salariés et les autres bénéficiaires concernés? Alors, excusez-moi, je fais juste une coupure parce que je ne suis pas sûr si vous m'entendez bien. Je viens d'avoir un SMS qui me dit que on ne m'entend pas. Est-ce que tout le monde m'entend désormais? Aziz, personnellement, je t'entends très bien. D'accord, ok. Bon, alors, je suis désolé pour la personne qui vient de m'envoyer un message. Il y aura un replay. Et bon, voilà. Donc, je reviens donc hein, sur mon expertise. Excusez-moi, voilà, j'ai pris un peu peur. Donc, je disais qu'effectivement, hein, donc concernant les salariés et les autres bénéficiaires, donc voilà, donc les salariés effectivement de l'entreprise par un contrat de travail, CDI, CDD, temps plein, temps partiel, agents publics relevant d'un établissement public administratif ou industriel et commercial, donc les EPIC, les EPA. Alors effectivement, et aussi les ESAT, hein, donc les trois types d'établissements. Alors, la prime peut être versée à qui maintenant? Quels sont les bénéficiaires? Eh bien donc, forcément, les salariés des entreprises en question, hein, donc forcément les salariés des entreprises de droit privé, les agents publics relevant d'un établissement public administratif ou les EPA, donc agents publics relevant d'un établissement public administratif ou industriel et commerciaux, donc EPIC et EPA,
Les intérimaires également, attention, c'est important, et les travailleurs handicapés, donc liés par un ESAT. Alors, qui décide maintenant du versement de cette prime? Parce que c'était pas le tout maintenant de l'avoir proposé en tant que tel, hein. L'idée, elle était là, c'était qui décidait du versement de la prime? Eh bien, forcément, le versement de la prime est prévu soit par un accord d'entreprise ou un accord d'intéressement. Alors, je me permettrai, parce que moi, je donne souvent des formations droit social pour les représentants du personnel, mais aussi pour des services RH, et je me rends compte que c'est pas toujours très clair, les intéressements et les participations. Donc, si vous le voulez bien, tout à l'heure, je reviendrai sur la définition généraliste de ces deux terminologies, parce qu'on a souvent de la fluctuation là-dessus. Donc, soit le versement de la prime est prévu par un accord d'entreprise ou un accord d'intéressement, soit par une décision prise par l'employeur. Bon, l'idée, évidemment, hein, si la décision est prise par l'employeur, quand c'est une décision unilatérale, il est évident que le CSE, s'il existe, sera cependant consulté. Alors, quelles sont les conditions de versement maintenant de la prime de partage de la valeur entre 2021, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023? Alors, la prime, elle est versée selon les conditions suivantes, ou du moins elle l'était. La prime ne peut pas remplacer une augmentation de rémunération prévue par un accord salarial dans l'entreprise. Ça, c'était très regardé parce que l'idée, c'était que si une augmentation de rémunération existait sous la forme d'accord existentiel dans l'entreprise, on ne pouvait pas dire je mets de côté l'accord salarial et je propose la prime de partage de la valeur. Non, c'est ou vous la rajoutez en plus, ou elle, elle n'existe pas. C'était l'un ou l'autre. Bon. La prime n'est versée qu'à une partie des salariés de l'entreprise, ceux dont la rémunération est supérieure à un plafond fixé par l'employeur ou un accord d'entreprise. D'accord? Donc, voilà, c'était l'idée majorée aussi, c'était que on ne pouvait pas faire bénéficier tout le monde de cette disposition économique valorisée évidemment, mais l'idée c'était que la rémunération plafonnée permettait effectivement de faire un choix orienté. Donc là aussi effectivement il y avait une obligation de calcul ou en tous les cas de matérialité d'un montant maximal. La prime devait être versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 et elle peut faire l'objet d'une avance, mais voilà, l'idée, c'était que voilà, on pouvait payer une première partie, par exemple, au courant d'un premier trimestre, et payer la totalité, on va dire, à la fin de la période de référence. Donc, encore une fois, une période de référence qui valait 2 années. La prime peut être versée en une ou plusieurs fois, avec un maximum d'un versement par trimestre. Bon, voilà un petit peu les grands enjeux. D'accord? Donc ça, c'était les enjeux du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Alors, quel est le montant de la prime de partage de la valeur maintenant? Quel est le montant en elle-même? Alors, l'employeur est libre de verser ou non cette prime aux salariés. On a vu tout à l'heure les conditions, notamment s'il y avait l'existence d'un accord salarial préalable. Donc l'idée, c'est l'employeur n'est jamais soumis à une obligation, enfin du moins n'était jamais soumis, je vais le dire au passé. Donc l'employeur est libre de verser ou non une prime aux salariés. De plus, le montant de la prime est fixé par l'employeur. Voilà, forcément c'est un plus, donc on ne va pas encore demander à l'employeur de donner un montant particulier. Donc là, il y avait une liberté de fixation de par l'employeur. Le montant de la prime de partage peut être le même montant pour tous les salariés ordonnancés par la réforme. Et enfin, l'autre possibilité, qui était d'ailleurs la plus reconnue, c'était un montant qui pouvait être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de planification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou même de la durée de travail prévue au contrat. Alors foncièrement, en statistique, ce qui était retenu, bien sûr, c'était la rémunération. C'était une modulation au regard de la rémunération des collaborateurs retenus. Alors, quelles sont les conditions d'exonération de la prime de partage de la valeur? Puisque forcément, c'était aussi le grand atout de cette démarche, c'était que les conditions d'exonération dépendaient, enfin du moins, il y avait une condition d'exonération de la prime, mais les conditions d'exonération dépendaient du montant de la rémunération du salarié au cours des 12 mois précédant le versement de la prime. Alors, c'est un peu technique. Alors, je vais pas trop m'y atteler parce que je vais pas non plus vouloir vous perdre sur le passé, même si le présent est largement fié par rapport au passé. Mais on va dire qu'il fallait distinguer 2 cas. Il fallait distinguer ce qu'on appelait la rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel et la rémunération qui était égale à au moins 3 fois le SMIC annuel. Il y avait cette distinction qui s'opérait. Donc l'idée, c'était que, de 2 choses l'une, ou vous étiez en rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel, ou vous étiez en rémunération au moins égale à 3 fois le SMIC annuel. Alors, lorsqu'on avait affaire à une rémunération qui était inférieure à 3 fois le SMIC annuel, la prime était exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales, y compris la CRDS et la CSG.
Alors, il y avait des limites, hein, bien sûr, puisque c'était une notion maximale de 3 000 € par an et par bénéficiaire. Donc, par an et par bénéficiaire. Donc, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, donc il y avait quand même moyen d'aller sur 6 000 € en total. Donc, la prime, hein, elle était exonérée dans les conditions et dans une maximalité de 6 000 € si l'employeur met en place, à la date du versement de la prime, ou a conclu à l'année du versement de cette prime, un accord d'intéressement lorsqu'il est soumis à l'obligation de mise en place de la participation. Donc, c'était aussi la deuxième condition qu'il fallait garder en tête. Et un accord d'intéressement ou un accord de participation lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation. Donc, c'est-à-dire que fallait garder en tête, et c'était un petit peu aussi tout l'enjeu qui devait s'opérer, c'était que est-ce qu'il y a oui ou non déjà accord d'intéressement préalable dans l'entreprise? Si un accord d'intéressement préexiste, à ce moment-là, effectivement, donc, il y a la mise en place, du moins quand la participation existait, eh bien l'accord d'intéressement devait être mis en place et l'exonération en découlait. Donc c'est un peu technique, j'espère que vous me suivez. Donc il y a essentiellement des RH, donc je pense que vous arrivez à me suivre en tous les cas. Et si, du moins, et un accord d'intéressement ou un accord de participation, lorsqu'il n'était pas soumis à l'obligation de mise en place de la participation. Donc tout dépendait, est-ce que oui ou non vous étiez dans une configuration, donc plus de 50, à être soumis à la considération de la participation. Alors je prends un exemple, hein, pour orchestrer. Donc, si la prime est versée le 1er août 2022, par exemple, la rémunération, pardonnez-moi, prise en compte est celle perçue entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022, préalablement du montant que l'on va forfaitairement verser, donc par exemple jusqu'à 3 000 € sur l'année en cours. Donc, si on verse au 1er août 2022, on reste sur l'exercice budgétaire 2022. Donc, entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2022, on pourra verser jusqu'à 3 000 €. Alors, si la société était soumise à une obligation de mise en place de la participation, il fallait qu'un accord d'intéressement préexiste en corollaire. En d'autres termes, je vous octroie une prime, c'est un peu typique de M. Macron, ça de manière générale pour la réforme des retraites, il a fait la même chose. Donc, je vous donne le droit de surabonder, mais avant, il faut avoir permis toutes les prédispositions économiques possibles et imaginables. En d'autres termes, je ne vous laisse pas faire une prime sur le partage de la valeur si en même temps l'intéressement vous l'avez pas mis en place. Il y avait cette volonté, entre guillemets, de je donne tous les moyens possibles et imaginables avant qu'on passe à cette PPV. À l'époque, elle s'appelait prime Macron. Deuxième possibilité, la société n'est pas soumise à une obligation de participation. Donc à ce moment-là, il faudra négocier soit un accord d'intéressement, soit un accord de participation pour permettre en plus le versement de cette PPV. D'accord? Donc ça, c'était dans les sociétés où on avait une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel. D'accord? Est-ce que ça va? C'était l'accord, hein, entre le 1er juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2023. Donc rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel. Alors qu'est-ce qu'il en était pour la rémunération au moins égale à 3 fois le SMIC annuel? Eh bien là, la prime est exonérée de cotisations salariales et des contributions sociales dans la limite de 3 000 € par an et par bénéficiaire. Il y a juste effectivement cette modulation, cette différenciation par rapport à la CSG et à la CRDS. C'est-à-dire il y a un petit peu moins de finalisation lorsqu'on avait une rémunération qui était au moins égale à 3 fois le SMIC annuel. Vous l'avez compris, et c'était le but de la prime Macron, c'était pour les plus petits salaires. La volonté, c'était de surabonder un maximum de primes. Donc, si on a une prime de participation, il fallait au moins négocier une prime d'intéressement, un accord d'intéressement pour donner lieu à la PPV. Et quand on était soumis ni à l'un ni à l'autre, il fallait au moins engager un accord de participation ou un accord d'intéressement pour mettre en place la PPV. Quand on était à 3 fois en dessous, quand on était 3 fois plus bas que le SMIC annuel, on était dans une plausibilité d'avoir un droit acté qui était entre 3 000 et 6 000 € par année budgétaire. Donc, on pouvait aller jusqu'à 6 000 € en d'autres termes. Voilà le fonctionnement, si vous me passez l'expression, entre 2021 et 2022. Donc, je ne l'ai pas fait de slide, je le répète expressément à ce sujet, parce que ce n'est que de la présentation de ce qui se passait avant. L'objet, normalement, de la rencontre du jour, c'est de parler depuis le 1er janvier 2024 de comment fonctionnera la PPV à partir de maintenant. Mais encore une fois, j'ai jugé qu'il était important d'évoquer un petit peu comment que ça s'est passé jusqu'à présent et quels étaient les enjeux qui en découlaient. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je me permets effectivement donc maintenant de revenir sur la réforme PPV depuis 2024, puisque donc maintenant il y a une modification qui a été opérée, donc c'est celle-ci qui va faire l'objet de nos présentations. Alors là aussi, je vous pose la question d'abord préalablement, et là je vais me permettre de checker un petit peu le chat. Est-ce que tout le monde est au clair avec la réforme de 2023 et 2022? Est-ce que ce que je viens de présenter en quelques mots, tout ça était clair pour tout le monde, ou est-ce que pour certains il y a des découvertes? On vous laisse répondre dans le chat si vous voulez bien. Donc tout était au clair, ok, oui. Très bien. Ok, j'ai pas besoin de redéfinir la participation et l'intéressement, c'est clair pour tout le monde? Ou est-ce que je fais aussi en guise d'introduction encore un élément sur la participation? C'est clair? Ok, je suis en train de voir aussi moi, d'accord, c'est clair pour tout le monde, d'accord.
Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Parfait. Alors donc, on continue nos travaux. Donc après, de toute façon, hein, s'il devait y avoir des questions subsidiaires, n'hésitez pas. Alors donc, les obligations de mise en place. D'accord. Donc voilà. Donc je me permets effectivement de vous les prendre successivement. Donc, vous le savez, hein, donc avec cette réforme de 2023, applicable depuis le 1er janvier 2024, vous avez à titre d'expérimentation, et pendant cette fois-ci une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, donc c'est bon, les entreprises d'au moins 11 salariés qui ne sont pas tenues de mettre en place un dispositif de participation et qui ont réalisé un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de leur chiffre d'affaires pendant les 3 années consécutives préalables, ont l'obligation au cours de l'exercice suivant, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2024. Donc, on va reprendre l'exercice comptable des 3 années écoulées, qui ont effectivement minimalement 1% de bénéfices de leur chiffre d'affaires. Alors, à ce moment-là, vous avez l'obligation soit de mettre en place un dispositif de participation ou d'intéressement, c'est les nouvelles règles qui vont s'appliquer, soit d'abonder un plan d'épargne salariale, soit de verser la prime de partage et de la valeur. L'idée, c'est ça aujourd'hui, d'accord? Donc, c'est vrai que finalement, il faut bien comprendre le dispositif des années 2022-2023. Donc, encore une fois, je ne vais pas revenir sur ce que je viens de vous présenter généralement et très rapidement, mais apparemment, c'était clair pour tout le monde, donc j'en suis ravi. C'était pour ça, hein, je ne pouvais pas commencer sans être sûr que vous aviez bien compris le dispositif par le passé. Parce qu'encore une fois, il n'était pas question de verser une PPV par le passé si préalablement, vous n'étiez pas au clair avec la participation, voire avec l'intéressement. L'idée, et il faut bien comprendre le fonctionnement de la prime Macron en son temps, c'était je ne mets en place une PPV que si les autres dispositifs d'abondement économique n'existent pas. D'accord? Oui, les 3 années, alors je prends le relais, hein, je lis en même temps au passage parce que j'ai vu des choses qui se sont diffusées. Donc, les années, c'est effectivement les années 2022, 2023, 2024. L'objectif, effectivement, étant que vous puissiez, effectivement, au courant de l'année 2024, verser votre première prime. Donc, on est bien sur les trois années écoulées, sont bien 2022, 2023, 2024. Voilà. D'accord? C'est bon pour vous? Voilà. Donc, de toute façon, après, on laissera encore la place à des questions, hein, on pourra y revenir. Donc là, l'idée, c'est que pendant 3 années consécutives, c'est aussi important de le préciser, mais 3 années consécutives, il faudra effectivement qu'il y ait, comment dire, un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d'affaires. Donc, ça va être ça, la notion. Mais j'insiste, l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, même si on parle d'une obligation, tout dépendra, est-ce que oui ou non, vous avez la mise en place d'un dispositif de participation ou d'intéressement. Avez-vous un plan d'épargne salariale? Avez-vous donc l'un ou l'autre de ces dispositifs avant de parler de versement de la prime de partage de la valeur? OK? Aziz, tu peux simplement Oui. redonner les dates puisque Yves et Virginie nous interrogent si c'est Ouais. bien les années 2022, 2023, 2024. C'est bien ça, 2022, 2023, 2024. Il faudra prendre en considération, si vous voulez commencer à verser, il faudra prendre en considération économique des années 2022, 2023, 2024. Les comptes budgétaires et clôturés des exercices budgétaires 2022, 2023, 2024. Voilà. Merci pour cette précision. Pas de problème. Alors, on poursuit. Donc, l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur, quelques éléments complémentaires. Donc, l'obligation, alors je vous le dis, hein, c'est bon à savoir, l'obligation ne joue pas pour les entreprises individuelles et pour les sociétés anonymes à participation ouvrière, hein, ce qu'on appelle vulgairement la SAPO, qui versent, pardonnez-moi, c'est une dividende. Une dividende à leurs salariés au titre de l'exercice écoulé et dont le taux d'intérêt sur la somme versée aux porteurs d'actions de ce capital est égal à 0%. Voilà, c'est une petite remarque particulière, mais bon, là, c'est la vigilance de l'expert comptable qui sera au rendez-vous si jamais vous deviez avoir une difficulté technique ou en tous les cas un défaut de compréhension, mais je vous le dis, pour les entreprises dites individuelles et pour les sociétés anonymes à participation ouvrière, la SAPO, effectivement, il sera question d'une d'une impossibilité de mise en place. D'accord? Alors, la mesure entre en vigueur pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Donc, les 3 exercices précédents sont pris en compte pour l'appréciation du bénéfice net fiscal. Alors, je vous le dis, puisque la question a été posée et je vous la redonne, c'est bien 2022, 2023 et 2024 qui seront retenus. Ce qui veut dire que l'exercice budgétaire qui va être pris en compte terminalement, c'est l'exercice en cours, l'exercice 2024, et les premiers versements se feront à partir du 1er janvier 2025. Ça veut dire que les négociations, parce qu'on va parler bien sûr de négociation, va s'opérer maintenant pendant l'année 2024. D'accord? Donc, ça va être une nouvelle consultation obligatoire. Hein, vous l'avez compris, hein, vous avez à discuter avec vos représentants du personnel sur cette nouveauté technique, évidemment. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions.
Alors, attendez. Alors, on avait une question, mais qui était toujours par rapport aux dates, mais j'ai voulu… Toujours la même chose? Ouais, donc c'est clair pour tout le monde, il n'y a pas d'autre… Virginie qui nous demande, pour une mise en place obligatoire au 1er janvier 2025, elle voudrait que tu lui confirmes. En fait, oui, c'est un peu. J'avoue que le texte de 2023, il est peu lisible en fait. C'est bien pour ça qu'on a fait un webinaire à ce sujet. En fait, il est bien applicable au 1er janvier 2024 le texte, mais il est applicable dans le sens où la négociation se fera entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 sur l'applicabilité. Mais le versement se fera à partir du 1er janvier 2025. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes uniquement dans la négociation. C'est le versement obligatoire, enfin le versement nécessairement plausible à partir de 2025. Exercice budgétaire comptable 2022, 2023, 2024 pour répondre à la condition préalable. Et le versement ne se fera qu'à partir du 1er janvier 2025, mais les négociations se feront au courant de l'année 2024. C'est ça qui rend les choses compliquées. Il y a ce qu'on appelle l'accord préalable et après le versement. C'est deux moments différents. Voilà pour un peu plus de clarté. La loi, elle rentre en application au 1er janvier 2024, mais pour une applicabilité de versement qu'en 2025. Voilà. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Alors, si Vanessa, pour un versement en 2024, est-ce possible? Non, pas dans cette configuration-là. Non, ça n'a pas été fait comme tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on va voir, si vous voulez, le problème de cette loi, c'est qu'elle n'entérine pas les décisions qui ont été prises sur la prime Macron première génération, celle de 2022-2023, elle ne l'entérine pas en fait. C'est-à-dire qu'elle nous ramène une nouveauté subsidiaire pour l'année 2024, mais elle ne nous dit pas s'il sera quand même possible ou pas d'avoir un versement comme on l'a eu pour les années 2022-2023. Alors, c'est un peu technique, excusez-moi, je vais revenir là-dessus. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai présenté 2022-2023. La prime de partage de la valeur, la prime Macron, quand elle a été instituée, l'idée c'était que, rappelez-vous, quand il a fait la première prise de parole à ce sujet, il a dit « je vais proposer une prime qui sera renouvelable ». C'est comme ça qu'il l'a présentée. La prime 2022, elle a été renouvelée en 2023, mais on n'a jamais dit qu'elle ne sera pas renouvelée pour l'année 2024. En fait, à la fin de l'année 2023, on a décidé de faire un accord national interprofessionnel, donc avec les sections syndicales plus les représentants des employeurs, pour se mettre autour de la table pour trouver quelque chose de plus consistant et de plus tangible pour le futur. Mais on n'a jamais dit, c'est un peu technique et c'est vraiment de la pure réglementation pragmatique et c'est les sombres activités gouvernementales que je suis en train de vous présenter, on n'a jamais dit que ce n'était pas renouvelable. Donc ça veut dire que si ça se trouve pour l'année 2024, on va pouvoir reprendre les conditions de 2022-2023. Ça, il va falloir attendre, il va falloir être un peu patient par rapport à ça. Mais à l'heure actuelle, le versement premier des dispositions de la loi dite de prime de partage de la valeur applicable au 1er janvier 2024, c'est une mise en versement qu'à partir du 1er janvier 2025, puisque les conditions d'exercice budgétaire qui vont faire la condition sine qua non de cette PPV ne pourra faire l'objet d'une intervention qu'au cours des années budgétaires 2024, 2023, 2022. Donc, si vous versiez en 2024, ça veut dire que par anticipation, vous décidiez effectivement de faire un versement qui n'est pas plausible puisque la clôture comptable n'est pas faite. Vous pouvez pas clôturer, vous pouvez pas verser avant la clôture comptable. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est un versement par anticipation. Ça me semble un peu bizarre. Là, j'avoue que pour le texte, on n'a pas d'informations là-dessus. Et en plus de ça, malheureusement, il y a de la virevoltance gouvernementale, si vous voyez ce que je veux dire en ce moment. Donc, on n'est pas prêt d'avoir des éclaircissements. Mais à l'heure actuelle, gardez en tête que cette loi précise de 2023, applicable au 1er janvier 2024, ne vous donne le bénéfice que de faire de la négociation en 2024 pour une mise en perspective d'un versement en 2025. Christine nous demande qu'en est-il pour les fédérations ou les associations? Alors écoutez, fortiori, vous savez, qui ne dit mot consent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les textes n'ont dit que les seuls qui sont exemptés, ce sont les sociétés anonymes participation ouvrière et les entreprises individuelles. Donc si ce n'est pas les deux-là, toutes les autres sont habilitées, semble-t-il, à. Maintenant, je vais vous le dire en toute transparence, parce que un juriste est obligé de vous dire cela. On ne peut pas vous garantir à 200%, le texte ne l'a pas envisagé. Le texte a dit toute structure qui réponde à des conditions économiques statutaires, donc je vous les ai données. À l'heure actuelle, on a un bon à savoir unique qui exempte ce que l'on appelle les entreprises individuelles et sociétés anonymes à participation ouvrière. Ce ne serait pas la première fois qu'on continue à exempter des gens, des bénéficiaires potentiels au courant de l'année d'exercice. Moi, à l'heure actuelle, à la lecture du texte, c'est sûr que ça passe. Pour une association, pour une fédé, ça passe. Mais je ne suis pas, vous savez, c'est ce qu'on appelle les questions gouvernement. C'est-à-dire qu'en toute logique, là, normalement, pour bien faire les choses, il faudrait soit qu'un député ou un sénateur pose la question au ministre du Travail, à la ministre du Travail pour le moment, je dis pour le moment entre parenthèses, et fondamentalement, il faudrait qu'elle nous donne une réponse officielle pour être sûr de nous. Sinon, il n'y aura que la saisie de l'inspection du travail actuellement qui pourra vous donner une
décision, et encore, elle sera ce qu'elle sera, c'est-à-dire que la décision d'inspection, c'est à la lecture et à la compréhension du texte. Donc, si vous voulez, encore une fois, le texte ne l'empêche pas, la fédération ou l'association. Maintenant, de prime abord, ça me semblerait surprenant. Moi, comme ça, de prime abord, je veux dire, vous m'interrogez dessus, je vous aurais dit comme ça me semble surprenant. Mais à la lecture du texte, à la pure lecture du texte, il n'y a rien qui l'empêche. Aujourd'hui, qui ne dit mot consent, donc, puisqu'on prend toute entreprise spécifique, alors une entreprise, dans la mesure où effectivement une association a une rentabilité économique, puisque vous avez des bons budgétaires, et comme vous êtes, alors j'imagine, vous ne devez pas être une petite association, si vous êtes à plus de 153 000 euros annuels, vous savez que vous êtes considéré à des obligations fiscales, donc pour moi, vous êtes un apparenté entreprise, donc ça pourrait tenir la route. Maintenant, en toute transparence, si j'étais à votre place, moi, j'interpellerais préalablement l'inspection du travail, mieux, je saisirais le député local pour qu'il pose une question au gouvernement pour que le ministre en personne se positionne. C'est la meilleure réponse que vous trouverez. Gardez ça en tête aussi pour les RH. La décision d'un inspecteur, il y a toujours au-dessus le ministre, que vous le sachiez. D'autres questions? Pas d'autres questions? Si, tu m'entends? Oui. Ouais, je t'entends. Alors, Catherine qui nous demande, qu'en est-il pour les entreprises de moins de 11 salariés? Non, exempté totalement. D'accord. Exempté totalement. Et pour les entreprises de 10 salariés avec un contrat d'apprentissage? Ça ne va pas non plus. Ça ne marche pas non plus. Ça va pas non plus. Non. Qui ne dit mot consent, mais en revanche, le texte est un texte, un mot est un mot. Pour les sociétés de moins de 11, ça semble logique parce que ça reste une négociation. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une prise en charge préalable, soit une mesure unilatérale de l'employeur, soit une interrogation des représentants du personnel. Moins de 11, il n'y a pas de représentants. Donc voilà l'idée. Maintenant, on considère aussi qu'une prime pour une société de moins de 11, exemptée de charges sociales, pas forcément. Enfin, l'État ne veut pas faire un cadeau total et entier. Enfin, l'objectif, c'est de gagner un peu d'argent quand même. L'État ne fait pas une exemption pour rien, donc c'était pas possible. Je comprends la démarche, mais c'est pas plausible. Voilà. Et simplement pour bien clarifier cette notion de est-ce que les conditions des années 2023, 2022, 2023 pourraient être applicables en 2024. Encore une fois, je le répète, ce sera uniquement s'il y a décision qui est prise. On ne le sait pas encore. Je pense que comme la loi est totalement nouvelle, je vous dis, on est à moins d'un mois et demi d'exercice. C'est les premiers webinaires. Il y a d'autres informations qui vont transiter dans les trimestres à venir. Moi, je pense que d'ici le 1er avril ou 1er mai maximum, on aura plus d'explications. A fortiori, vu la teneur du texte, je dis bien je pense, qu'il y a de fortes chances que l'exercice, comme il a été fait en 2022-2023, soit maintenu pour l'année 2024. Pour une raison toute simple, c'est qu'on a toujours des difficultés économiques, qu'en plus, il y a beaucoup de virevoltance sociale en France en ce moment, donc ils ont tout intérêt à maintenir ça, parce que si on se fait une année blanche sans versement, ce serait se mettre une balle dans le pied. Pour moi, ce serait se mettre une balle dans le pied. Donc, je verrais mal le gouvernement faire une connerie de ce genre. Donc, à mes yeux, actuellement, je suis quasiment sûr qu'on va maintenir l'applicabilité des règles de 2022-2023 pour l'exercice budgétaire 2024 pour qu'au 1er janvier 2025, on rentre dans les nouvelles règles. D'accord? Eric qui nous demande, qu'en est-il si on clôture au 31 août 2023? Ah bien alors là, fondamentalement, alors si vous avez une fermeture budgétaire au 31 août 2023, puisque vous avez le droit de verser par trimestre, il serait tout à fait possible qu'au dernier trimestre de l'année 2024, à ce moment-là, vous puissiez faire effectivement un versement de prime. À la lecture du texte, si vous avez ce qu'on appelle une fermeture comptable par anticipation, c'est le nom de votre dispositif, eh bien, si vous avez effectivement une clôture comptable par anticipation, à ce moment-là, il sera possible effectivement de pouvoir, pour le dernier trimestre, effectivement agencer la coupe budgétaire de la PPV. Ça serait possible. Mais attention, il faudrait que la clôture budgétaire d'août 2024 soit pour l'exercice comptable 2024. Il ne faudrait pas que ça soit un allongement de l'exercice budgétaire 2023. Attention à ça. C'est-à-dire que c'est 2022, 2023, 2024. Il faut que vous soyez capable de rapporter exercice budgétaire 2022, 2023, 2024. Si vous avez une exonération gouvernementale ou administrative de votre clôture budgétaire qui, elle, n'a pas lieu à la fin de l'année civile, mais qui est prolongée jusqu'en août 2024 pour l'exercice budgétaire 2023, ça n'ira pas. Parce que là, on vous dira, mais non, vous n'avez pas l'exercice budgétaire 2024. Donc, vous, le versement, il ne pourrait pas se faire à partir du 1er janvier 2025, il pourrait se faire qu'à partir du 1er septembre 2025, puisqu'on attendra la fin de votre coupe budgétaire 2024. Donc, je pense que c'était un peu technique, mais je pense que le principal intéressé, il voit ce que je veux dire. D'accord. Voilà. Et enfin, une question également de Yves qui nous demande si on peut la verser pour 2024 selon les anciennes conditions.
C'est ce que je disais. À mes yeux, moi, je suis intimement convaincu que ça va se faire. Pourquoi? Parce que la loi de 2023 n'a pas abrogé le renouvellement possible de la prime de partage de la valeur 2022-2023. C'est-à-dire que, je reprends l'historique, hein. Bon, je vais être peut-être un peu redondant, mais au moins tout le monde sera bien au clair avec le sujet. Fin 2023, on a eu un accord national interprofessionnel pour se dire, bon, il faut qu'on trouve un moyen pour arranger les deniers des salariés. C'était ça l'idée. Elle porte le nom partage de la valeur, prime de partage de la valeur, mais vous allez voir, je vais vous présenter d'autres dispositifs du texte qui vous montrent que tous les moyens sont bons pour négocier, pour surabonder de l'argent. Si vous voulez, on a de la participation, de l'intéressement, de la dépense salariale. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour que les salariés gagnent un peu plus d'argent? C'était ça l'idée. C'est ça l'idée. Gouvernementalement parlant, c'était ça l'idée. Et au final, on s'est mis autour de la table pour dire, bon, on va faire un accord, et cet accord sera très particulier. Il va être mis en place au courant de l'année 2024. Et là, effectivement, pour la PPV, on s'est dit, elle sera opérable à partir de 2025. Je suis intimement convaincu, je dis bien, je suis intimement convaincu qu'ils n'ont pas fait l'erreur de se dire, on fait une année blanche. J'y crois pas à ça. Donc, je pense bien qu'on va avoir l'information incessamment sous peu de soit ils reviennent en arrière et ils disent, écoutez, on accepte que vous fassiez un versement en 2024. Pourquoi pas? Ce serait pas la première fois. C'est tout le débat quand il y a un changement gouvernemental, c'est qu'un ministre passe derrière. Sous l'époque du SOPT, je suis sûr que lui, il aurait dit « Je renouvelle les conditions d'exercice 2022-2023 pour l'année 2024 ». Je suis sûr qu'il l'aurait fait. Maintenant, c'est plus du SOPT. Et encore une fois, il n'y a pas de négativité. Je vous dis juste qu'il n'est plus au gouvernement, c'est un autre ministre. La position peut être totalement différente. Moi, je pense que là, effectivement, on va vous dire, il y a des fortes chances, je l'espère, je croise les doigts, mais j'en suis sûr aussi, qu'on va renouveler les caractères de conditions 2022-2023 pour l'année 2024. Mais en revanche, vous êtes déjà en accord, là maintenant, pendant l'année 2024, vous rentrez en accord obligatoire sur les rémunérations et vous allez effectivement discuter du bien fondé de la prime de partage valeur selon les considérations de la loi dite de transposition 2023. Et donc, pendant cette année dite de consultation, vous allez préparer le coup à partir de l'exécution budgétaire de 2025, c'est-à-dire qu'au 1er janvier 2025, vous pourrez commencer à verser, eu égard au fait que vous aurez eu 3 années d'exercice comptable derrière vous. Donc, enfin, a fortiori, est-ce que c'est possible qu'on maintienne les règles de 2022-2023? J'en suis quasiment sûr. Si ça avait été du SOPT ministre actuellement, je vous aurais dit c'est sûr. Là, aujourd'hui, j'en suis quasiment sûr. Parce que je vous dis, ça m'étonnerait que le ministre autorise une année blanche et voilà, les conseillers bougent pas. Hein. Le ministre, il n'est plus là, mais les conseillers sont les mêmes, les techniciens sont toujours les mêmes. Donc, je pense qu'ils vont maintenir. Il faut attendre encore un peu de temps. On est trop en avance là. On est début février. On aura les informations dans, je pense, début avril, début mai maximalement. C'est bon? C'est parfait. Merci beaucoup pour ces précisions, Aziz. On te laisse poursuivre. Pas de problème. Donc voilà, voilà ce qu'on pouvait dire en tous les cas sur la PPV nouvelle génération. Donc j'espère que c'est très clair, puisque c'était ça en fait les grands enjeux, c'est ça la nouveauté technique aujourd'hui, c'est ça les applicabilités. Donc pour reprendre, vous l'avez compris, il y a une obligation maintenant de négociation qui va être faite, quoi qu'il en advienne, de par le nombre de collaborateurs qu'on a dans l'entreprise, bien sûr, par le style de société que l'on a aussi évidemment, et foncièrement en fonction de votre chiffre d'affaires, vous serez soumis à cette règle de l'intéressement de la participation ou de l'épargne salariale. J'insiste que l'épargne salariale, bon, elle est un petit peu mise de côté par rapport à la prime de partage de la valeur, puisqu'on se dit, bah, c'est de l'argent sec et c'est peut-être mieux. Mais l'épargne salariale, il faut quand même reconnaître, si on regarde la réforme des retraites, que c'était quand même un bon dispositif. Alors, je vous le dis, entre nous, c'est quand même quelque chose à mettre en avant. Moi, je considère que l'épargne salariale, c'est un dispositif qu'il faut mettre en place. Donc, si vous en avez l'opportunité, je dis pas qu'elle est prioritaire devant la PPV, mais je pense que franchement, c'est un dispositif. Il faut vraiment penser au futur. Vraiment, la réforme des retraites, elle est plus qu'inquiétante si on y regarde d'un peu plus près dans les considérations économiques et dans le devenir de nos intérêts économiques. Donc, et puis, bah, sinon, la PPV, nouvelle organisation. Toujours dans la transposition de cette loi de 2023, allons sur l'obligation de négocier en cas de bénéfice exceptionnel. Alors effectivement, vous avez effectivement dans cette loi du 29 novembre 2023 l'obligation de négocier en cas de bénéfice exceptionnel. Alors cette nouvelle obligation concerne, alors c'est aussi effectivement des règles très particulières, toujours dans la grande volonté de vouloir effectivement faire bénéficier le plus possible les salariés. Donc il y a une obligation qui concerne les entreprises tenues de mettre en place un régime de participation, donc les sociétés de plus de 50, qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicales, puisqu'il va falloir la signature syndicale, il va falloir l'apposition syndicale, alors interne ou externe. Donc, je vous rappelle que l'externe, ça veut dire qu'on mandate un délégué syndical, enfin, un représentant syndical externe qui va effectivement signer pour. Et enfin, et qui ont ouvert, pardonnez-moi, une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation. D'accord? Donc, ce sont les 3 conditions. Donc, obligation qui concerne les entreprises tenues de mettre en place un régime de participation,
qui disposent d'un ou plusieurs délégués syndicaux et qui ont ouvert une négociation pour mettre en œuvre le dispositif d'intéressement ou de participation. Quand il était obligatoire, de toute façon, vous n'avez pas le choix que de le mettre. Donc finalement, c'est, pour faire simple, à partir du moment où vous avez des délégués syndicaux préexistants dans l'établissement. Alors l'idée, c'est quoi? Alors pour la petite anecdote quand même, hein, je vous le dis parce que ça peut paraître surprenant, hein, l'exigence d'avoir des délégués syndicaux. Alors je rappelle juste qu'en 2018, M. Macron a proposé ce qu'on appelle des négociations hors syndicalisme. Et si vous voulez, il y a eu un petit débat qui a été fait donc, dans les négociations de la loi. Je vous le dis, les protagonistes qui se sont mis autour de la table, ils ont fait savoir qu'il fallait revaloriser le syndicalisme. Ils sont tous effilochés en plus de par la réforme des retraites, vous imaginez bien. Donc pour le coup, ils ont dit qu'il faut revaloriser le syndicat en France et le délégué syndical doit être le seul à avoir la position de signature. Et donc, sur cette réforme, vous la voyez de plein fouet. Donc, on a cette retransposition nécessaire et requise du délégué syndical. Je vous le dis parce que c'est assez notoire. Alors, on a des représentants du personnel présents dans la session du jour. Donc, prêtez-y attention parce que si vous voulez, depuis l'arrivée Macron en 2018, on a dit qu'il y avait une démystification finalement du délégué syndical et du syndicalisme en France. Or, là, on en a la démonstration. Le syndicalisme, je dis pas qu'il revient en force, mais il fait tout pour le séduire. Je pense que effiloché de par la réforme des retraites, il n'avait pas d'autre choix que de poser genou à terre et de redonner un peu quelques lettres de noblesse au syndicalisme. Alors, dans cette obligation de négocier en cas de bénéfice exceptionnel, donc, ce qui est important de préciser, hein, donc, si l'entreprise dispose déjà d'un accord de participation ou d'intéressement comprenant une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule légale, eh bien, elle n'est pas concernée par cette nouvelle obligation. D'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle de bénéfice exceptionnel. Ce bénéfice exceptionnel, il est basé sur un calcul arithmétique très technique, hein, d'ailleurs, pour le coup, et on n'en a pas encore tous les enjeux, je vous le dis, hein, n'ayez pas trop peur pour cela, ça va venir incessamment sous peu. On a des considérations, mais elles ne sont pas encore validées. En plus, je vous ai dit, cette réforme ministérielle, malheureusement, qui n'est pas d'ailleurs finie, hein, attention pour le coup, elle va donner de nouvelles règles, donc il va falloir être vigilant sur les textes à venir. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire aujourd'hui, mais fondamentalement, voilà, sachez que si vous avez en tous les cas un dispositif favorisant, alors attention, parce que c'est pas le tout d'avoir déjà un critère de rentabilité de l'entreprise qui vous permettait de négocier une participation ou un intéressement spécifique, mais fondamentalement aujourd'hui, si demain la base de calcul rapporte la preuve que votre fonctionnement fondamental actuellement est plus favorable, il est évident que vous n'allez pas faire une deuxième négociation. C'est si et seulement si vous ne prenez pas en compte c'est si et seulement si vous n'avez pas une base de calcul plus favorable que ce que l'État nous propose, que vous allez devoir, d'ailleurs je ne vous conseille même pas de négocier la nouvelle règle de fonctionnement, je vous demande simplement de revoir la base de calcul de votre accord de participation ou d'intéressement, tout simplement. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est de deux choses l'une, ou vous l'avez et tant mieux, ou vous l'avez pas et vous la créez. Si vous l'avez mais qu'elle n'est pas aussi favorisée que ce que le dispositif nous proposera par l'intermédiaire des règles de calcul internes, eh bien à ce moment-là, vous revaloriserez uniquement ce qui préexiste. Vous voyez, ça dépend dans la configuration dans laquelle vous êtes. D'accord? Alors, lors de la négociation sur la mise en œuvre du dispositif d'intéressement ou de participation, la négociation doit aussi porter sur la définition d'une augmentation exceptionnelle du bénéfice. Donc, on doit effectivement clairement définir cette notion d'augmentation exceptionnelle du bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent. Donc, on ne parlera pas forcément de prime de partage, mais parce que finalement, la loi, elle est plus généraliste. La PPV, prime de partage de la valeur, on pensait uniquement à la prime Macron, mais il n'y a pas que la prime de Macron. Vous voyez, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on met en place le partage des bénéfices dans un sens général. Donc, ça peut être une prime de partage de la valeur, mais ça peut être aussi une revalorisation de la prime d'intéressement ou de participation. D'accord? Ça va là-dessus? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense que c'est le bon moment parce que là, c'est un peu plus technique. Alors, on a Aurélie qui nous a demandé entre-temps, est-ce que c'est obligatoire pour les associations de loi 1901 de plus de 50 salariés? Eh bien, même principe, hein, même chose que tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est la même personne qui nous a fait la question sur les associations et les fédérations. Qui ne dit mot consent? Alors, si ce n'est pas la même, alors qui ne dit mot consent, ça veut dire que dans les faits, les associations sont soumises aux règles de participation et d'intéressement. Donc, fondamentalement, oui, ça s'appliquera pour vous aussi. Ça s'appliquera pour vous aussi. Donc, à moins qu'on ait un groupe, un lobbying gouvernemental, enfin, un lobbying qui aille devant les instances gouvernementales pour plaider votre cause, mais non, à l'heure actuelle, évidemment, ça s'appliquera pour vous aussi, hein, bien sûr. On a Laetitia également qui nous demande, est-ce que la mise en place d'un abondement sur le PEE peut être considérée comme une modalité de partage? C'est pas prévu dans le texte.
Mais en revanche, c'est intéressant ce que nous dit cette participante parce que c'est très bizarre, je dis bien c'est très bizarre à la lecture du texte qui n'est pas pris en compte. Parce que si finalement vous avez des règles comment dire, de plan d'épargne salariale favorisées notamment par la rentabilité de votre structure, ça semblerait logique, je dis bien ça semblerait logique, que vous fassiez l'objet de cette exonération réglementaire. On le fait pour la prime de participation, on le fait pour la prime d'intéressement. J'ai pas compris, moi personnellement, j'ai l'impression, alors c'est pas une coquille, hein, ça c'est nos amis du gouvernement qui ont tout ce qu'il faut pour essayer de bloquer comme il se doit, mais c'est étonnant. Pourquoi ils l'ont pas pris en compte, je ne sais pas. Si ça se trouve, en interrogeant directement un inspecteur du travail ou alors en allant sur une question gouvernement ministériel, eh bien, j'avoue que pour le coup, peut-être que la réponse, elle vous le permettra. À l'heure actuelle, je ne peux pas me le permettre parce que le texte nous dit bien que c'est ceux qui ont engagé une négociation sur la prime de participation ou la prime de partage de la valeur basée sur une indexation du bénéfice exceptionnel de l'entreprise, elle n'évoque pas un PES qui en découlerait aussi. Mais si c'est le cas, je vous demande deux choses. Vous attendez, je pense encore facilement 2 mois pour qu'il y ait des clarifications et des nouveautés. C'est courant, hein. Vous savez, des règles de droit, c'est très souvent, entre guillemets, sorti et complété. J'imagine de toute façon hein, que si vous êtes RH, vous avez l'habitude, hein, vous avez une veille réglementaire et vous savez que mois après mois, on donne des précisions sur des règles. Bon, c'est comme ça. Donc, je vous invite à regarder encore dans les 2 mois à venir s'il n'y a pas des précisions sur la prime de partage de la valeur et sur la nécessité de l'obligation de négociation en bénéfice exceptionnel. Si tant est soit peu que d'ici 2 mois, allez, on va se dire le 1er mai, vous n'avez pas d'informations sur ce sujet, je vous inviterai à interroger votre inspecteur du travail en conseil. Il ne faut pas avoir peur d'interroger un inspecteur du travail. Et si effectivement ni l'un ni l'autre ne se positionne, eh bien, à ce moment-là, eh bien, vous n'aurez pas de gratification potentielle en la matière. Mais je vous avoue, moi, comme ça me paraît surprenant. Hein. C'est bizarre qu'ils ne bougent pas là-dessus parce qu'ils ont touché les 2 dispositifs sur 3. Pourquoi le 3e ne serait pas pris en compte? Je sais pas. Moi-même, je suis surpris. Maintenant, il faut aussi reconnaître, et ça aussi c'est un fait, c'est que nationalement parlant, un plan d'épargne salariale, c'est rarement basé sur un bénéfice exceptionnel. Hein. C'est basé sur un bénéfice, mais pas exceptionnel. Là, l'idée, c'est que l'exceptionnalité d'un bénéfice vous permette de donner une majoration. Donc, est-ce que énormément de sociétés ou d'établissements français font un PES? Déjà, au niveau statistique national, c'est pas énorme, mais en plus, celles et ceux qui font du PES, est-ce qu'ils sont basés sur du bénéfice exceptionnel? J'ai pas de statistiques en la matière, peut-être que le gouvernement l'a et que partie du postulat que c'est très peu de cas, peut-être qu'ils se sont dit inutile de les mettre dedans. Je sais pas, voilà, là j'avoue pour le coup, soit il y a un oubli, c'est pas une coquille, c'est pas une coquille, soit c'est un oubli volontaire ou involontaire, soit il va y avoir une rectification dans les 2 mois à venir, soit il faudra attendre une position d'un inspecteur. L'inspecteur ne se positionnera pas seul, hein. Il ne se permettrait pas de vous dire ça au niveau local, hein. Il va remonter l'information. Voilà. D'accord, très bien. On a Nicolas qui nous demande « Bonjour, nous avons des salariés qui touchent la prime d'activité et ayant bénéficié de la PPV, ils ne sont plus éligibles à la prime d'activité. Savez-vous si cela est normal ?» Quand vous avez une prime d'activité, la prime d'activité, elle est versée depuis combien de temps? Ouais, bon, là, ça va devenir une consultation, mais est-ce que la prime d'activité a été versée pendant des mois consécutifs enfin, il faudrait des explications, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la prime de partage de la valeur, elle est exonérée de charges. Et l'idée, c'est que si la prime d'activité a été versée pendant une durée minimale de 3 mois consécutifs, il est possible que fiscalement, eh bien, il n'est plus la plausibilité d'avoir la garantie des 2. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, c'est ce qui avait été dit. C'était, vous savez, c'est un peu les conditions générales de vente dans un contrat. C'est-à-dire que ça avait été évoqué, ça. Mais c'est le genre de truc qu'on ne met pas en avant, quoi. C'est-à-dire que le président, il fait sa déclaration officielle pour dire « je vais vous donner plus », mais l'exception numéro 1, de l'exception numéro 2, de l'exception numéro 3 vous amène à ne pas en bénéficier au cas où. Donc, si la prime d'activité a été versée entre un trimestre et 2 trimestres minimalement, il est tout à fait possible que la prime de partage soit annulable. Ouais, effectivement. C'est normal. Très bien. Bon, on te laisse poursuivre. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon? Ok. Pas pour l'instant. Non, pas pour le moment. Ok, super. D'accord. Ok, super. L'obligation donc négociée. Donc on continue. Donc la loi pose des critères pour définir l'augmentation exceptionnelle, parce que ça aussi, évidemment, alors on attend des éléments subsidiaires. Je vous le dis, je le répète, on a des conditions subsidiaires actuellement, mais pour le calcul du bénéfice exceptionnel, il faudra bien regarder. Je veux dire, pour qu'on vous dise votre technique actuelle est suffisante, par exemple, votre prime d'intéressement est basé sur un bénéfice exceptionnel, pour qu'on considère que ça soit suffisant, peut-être
que, eh bien, effectivement, votre calcul est favorisé, peut-être qu'il ne l'est pas. Donc, on attend encore des explications. On a des éléments qui nous manquent sur l'applicabilité de cette démarche, puisque les négociations doivent être faites au courant des 4 premiers mois de l'année. Donc, on a encore un peu le temps si vous me passez l'expression. Donc, en tous les cas, à l'heure actuelle, on a quelques critères qui sont définis dans l'augmentation exceptionnelle du bénéfice, et notamment les critères qui seront pris en compte. Alors, ceux-là, ils sont déjà prédéfinis. C'est la taille de l'entreprise, bien sûr, le secteur d'activité. Alors, évidemment, vous le savez, hein, le bassin d'emploi justifie des troubles économiques. Vous connaissez cette expression. Quand vous êtes RH, vous le savez, quand vous avez un licenciement pour motif économique, quand vous appartenez à un groupe, vous vous rappelez que s'il y a un bassin d'emploi qui connaît des difficultés économiques, vous avez la justification pour pouvoir effectivement pour avoir effectivement la possibilité de licencier pour motif économique. D'où cette notion de secteur d'activité. C'est ça l'explication. Pourquoi on considère que le caractère exceptionnel du bénéfice est en fonction du secteur d'activité? C'est parce que déjà, dans le cas d'un licenciement pour motif économique, on retient cette notion de bassin d'emploi et de secteur d'activité. Donc c'est un peu atypique, je vous l'explique parce que voilà, dans les critères, ça paraissait un peu surprenant. Dans les débats, ça avait fait écho, ça. La survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivies de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés. Donc attention effectivement à ce que l'on appelle les fusions-absorptions et les rachats d'actions. Donc attention à ces notions qui seront à prendre en compte. Enfin, les bénéfices réalisés lors des années précédentes, c'est-à-dire est-ce que l'on est dans une pente ascendante ou descendante. Et enfin, ça, c'est quelque chose de plus opaque. Et là, ça laissera à la discrétion souveraine de chaque délégué syndical de négocier en son temps et comme il le voudra. On se fie à des événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice. Alors, on pensera notamment à une orientation stratégique et budgétaire qui dit que, voilà, je prends un exemple. Hein. Imaginons que dans l'orientation stratégique et budgétaire, vous évoquez l'idée que, bon, ben voilà, on va racheter un cœur de métier, je ne sais pas, moi, à l'étranger, mais qui va nous ouvrir un marché subsidiaire complémentaire très florissant. Et pour faire passer la pilule, on vous évoque déjà la rentabilité économique acquise et certaine que l'on risque d'avoir dans les 2 à 3 ans. Ben ça, c'est un événement exceptionnel. Pour faire passer la pilule d'une orientation stratégique et budgétaire en son temps, on vous a évoqué le rachat d'une entreprise ou d'un milieu d'emploi particulier. Il est évident que c'est un événement exceptionnel qui est à prendre en compte dans la négociation de ce bénéfice exceptionnel. Alors évidemment, comment dire, un financier efficace, il vous dirait aussi en parallèle, oui, mais attendez, pour l'instant, le bénéfice, on ne l'a pas. N'empêche que vous l'avez mis dans la balance. Donc, dans le calcul du bénéfice exceptionnel, vous êtes en supputation du futur peut-être, mais pour nous faire passer la pilule, pour que l'acceptation se fasse dans l'orientation stratégique et budgétaire et que pour que notre avis soit neutre, honorable et acceptable, vous nous avez présenté ça comme un saint Graal. Donc, vous connaissez l'expression « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Donc, si vous nous avez fait passer la pilule en nous disant que cet achat est exceptionnel et va être super, donc forcément, pour l'année en cours, on a bien un bénéfice exceptionnel aussi. On ne peut pas prendre une partie et pas l'autre. D'accord ? Donc, je reprends taille de l'entreprise, secteur d'activité, donc bassin d'emploi, survenance d'une ou plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise, bénéfices réalisés évidemment pente ascendante ou descendante, c'est-à-dire est-ce qu'on est beaucoup plus sur une évolution significative des chiffres d'affaires ou est-ce qu'on est plutôt sur une stagnation, voire une baisse, et enfin, événement exceptionnel externe à l'entreprise. D'accord ? Des questions peut-être ? Oui, alors nous avons des questions, effectivement. Ouais. On a Laetitia. Est-ce que la mise en place d'un abondement sur le PE2E, peut être considérée comme une modalité de partage? Même pour une modalité, oui, effectivement, bah, même chose que tout à l'heure. Hein, il ne figure pas dans le texte. Moi, ça me semblerait logique aussi qu'on le mette dedans. Donc, ça ne change rien. C'est la même démarche que tout à l'heure. Je le répète, moi, je vous fais une interprétation là pour le coup. C'est pas la lecture du texte, c'est l'interprétation. Le texte ne le dit pas. Autant que qui ne dit mot consent existe notamment pour la notion de fédération pour notre camarade de tout à l'heure qui nous a interrogé. Mais là, pour le coup, dans la mesure où on parle que du plan d'intéressement, enfin que de l'accord d'intéressement et de l'accord de participation, actuellement, même pour un PEE, enfin pour un PE2E, ça ne pourra pas se faire. Hein. À l'heure actuelle, ça ne pourra pas se faire. Ça ne sera pas considéré. Voilà. D'accord, très bien. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Pas d'autres questions? Ok, nickel. Alors maintenant, on va aller sur les, sur les mises en œuvre. Parce que la mise en œuvre aussi était une grosse question. Enfin, dans les pourparlers de la transposition de l'accord national interprofessionnel, la loi de 2023, en novembre 2023, c'est vrai qu'on a eu énormément de remarques sur effectivement les partages. Comment effectivement les partages vont se faire, sous quelle modalité. Alors,
on le voit ici, le caractère exceptionnel. Et attention, je voudrais juste distinguer. Là, ça va malheureusement vous faire perdre le cap parce que peut-être que voilà, c'est une explication de texte, hein, c'est jamais évident. Mais là, on va parler de comment le mettre en œuvre. Donc, méfiez-vous. Hein, on était en train d'expliquer qu'est-ce qui est pris en compte pour une négociation sur ce bénéfice exceptionnel, cette négociation sur le bénéfice exceptionnel. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on va abonder. D'accord? C'est pas tout à fait la même chose. Si on se fie à des critères exceptionnels préexistants dans des dispositifs particuliers, on l'a dit, participation ou intéressement. Donc, c'est parce que l'on a un dispositif de participation et d'intéressement qui nous est plus favorable, on n'a pas besoin de négocier. Donc, c'est est-ce qu'on a l'obligation ou pas de négocier? Donc, c'est la notion de sommes-nous obligés de négocier? Oui, vous êtes obligé de négocier en fonction de votre chiffre d'affaires, en fonction du fait que vous ayez un délégué syndical, en fonction du caractère exceptionnel de vos bénéfices. Donc ça ne bougera pas. Maintenant, si vous avez une prime de participation ou une prime d'intéressement basée sur les mêmes facteurs d'exceptionnalité de bénéfices et que c'est plus favorable que ce que l'on a actuellement dans les textes, en tous les cas dans ce qu'il va venir, parce que les textes ne sont pas tout à fait officiels encore, eh bien dans les faits, vous serez obligé de négocier, vous ne pourrez pas faire autrement. En revanche, on va donner de l'argent en plus. Il va y avoir un partage de fonds en plus. Et ça, en revanche, vous allez le voir, on va pouvoir le verser dans plusieurs dispositifs particuliers. Donc, ne vous y trompez pas. Il y a une différence entre est-ce que je suis soumis actuellement à faire un partage du bénéfice exceptionnel. D'accord? D'ailleurs, je vous invite dans la terminologie à utiliser le terme bénéfice exceptionnel, qui doit être distingué de PPV, parce que la PPV, c'est vraiment une prime particulière. Là, on parle d'une prime de bénéfice exceptionnel, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Gardez ça en tête. Parce qu'effectivement, on pourrait même distinguer les deux, ça peut se faire totalement, on peut distinguer totalement les deux. C'est d'ailleurs vu comme ça par l'employeur, c'est vu comme ça par le gouvernement à la base. C'était majorer tous les dispositifs économiques possibles et imaginables pour faire un bien-être et un confort de travail, confort économique pour un confort de travail des salariés. Donc attention, faites attention sur les terminologies utilisables. Donc maintenant, comment on va les verser? Où on va les verser? Donc, le partage de la valeur, la loi donne plusieurs façons de mettre en œuvre ce dispositif. Donc, c'est le versement d'un supplément de participation ou d'intéressement. Puisque vous aviez déjà un dispositif de participation et d'intéressement, on va le surabonder. Deuxième élément, l'ouverture d'une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d'intéressement. Donc, puisque l'intéressement n'existe pas encore, on va le mettre. Et justement, l'intéressement est basé sur des bénéfices, parce que je rappelle que l'intéressement, c'est bien la rentabilité économique de l'entreprise à la base. Donc, ce n'est pas une nouveauté. C'est juste que le bénéfice exceptionnel est basé sur des critères revalorisés, revus, avec des critères minimales, et toute société sera soumise à l'obligation de faire. Elle ne pourra pas dire « je n'en fais pas ». Donc, évidemment, s'il n'y en a pas, on ira sur le terrain d'intéressement. Et enfin, troisième élément, lorsqu'il n'y a pas encore de versement d'un supplément d'intéressement, eh bien d'abonder, pardonnez-moi, il y a une mauvaise écriture, lorsqu'il n'y a pas encore de versement, pardonnez-moi, d'un supplément d'intéressement, il s'agira d'abonder un plan épargne ou de verser effectivement la PPV. D'accord? Donc plusieurs façons d'aller sur ce bénéfice exceptionnel. Alors moi, je vais vous donner une façon de faire qui est la plus juste, la plus honorable. D'un côté, vous avez la participation qui est obligatoire. Celle-là, vous la laissez de côté. En revanche, si vous avez effectivement un intéressement préalable, vous avez un intéressement, vous allez effectivement sur le fait de surabonder votre intéressement au regard des nouveaux critères économiques qui sont retenus par l'État. Donc, si vous avez actuellement un montant qui est honorable par rapport au calcul qui va vous être dévolu par l'État, pas de problème, vous êtes dans les clous. C'est-à-dire que vous pouvez vous défendre en disant, bon, écoutez, j'ai un versement d'intéressement qui est suffisamment important, regardez le montant, comment il est calculé, comment il est versé, l'exceptionnalité des bénéfices est bien pris en compte, regardez si je fais le calcul de ce que je donne actuellement, regardez ce que votre calcul mathématique étatique nous donne, mes salariés sont gagnants. Vous savez qu'il y a un principe de favorisation. Si ma technique économique est favorisante, forcément, on se plie. Donc la prime de participation préexistante, vous la surabondez ou vous la stagnez. Deuxième possibilité, vous n'avez pas encore d'intéressement. C'est le moment ou jamais de le faire. C'est la négociation d'intéressement basée sur des bénéfices exceptionnels avec les calculs minimaux de l'État. Vous vous mettez en conformité avec l'État. Maintenant, vous oubliez, c'est mon avis, mais vous oubliez le plan d'épargne et vous oubliez la PPV, parce que la PPV, ça doit être carrément autre chose, c'est le versement total et automatique d'une prime complémentaire qui répond à une exigence de prime complémentaire, etc. Je vous conseille de distinguer la PPV, d'accord? Je vous conseille vraiment de distinguer la PPV de la revalorisation du bénéfice exceptionnel. Je vous conseille de faire ça. La prime de partage de la valeur, sous l'époque 2022-2023 ou maintenant, ce n'est pas un caractère exceptionnel de bénéfice qui la justifie. C'est la volonté de vouloir verser des fonds à un collaborateur en plus
parce qu'on veut lui donner un coup de boost économiquement parlant. C'était ça la démarche. C'était ça la démarche. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a dit que vous ne pouvez pas remplacer la prime de partage de la valeur, enfin du moins, vous ne pouvez pas faire une revalorisation salariale d'un collaborateur en lui versant une prime de partage de la valeur. C'était ça l'objectif premier, c'était de se dire, il y a une revalorisation économique de chaque salarié annuellement parlant, et on lui ajoute encore une PPV pour qu'il s'en sorte économiquement. C'est lui donner un coup de boost, lui donner un truc en plus. Bon. Donc pour moi, distinguez bien la PPV de tout ce que vous allez donner en bénéfice exceptionnel. D'accord ? La PPV n'est pas obligatoire en même temps. Hein. Vous pouvez aussi l'annuler totalement et c'est fini. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions pour l'instant, Aziz. On te laisse poursuivre. Tout est bon ? Très Oui, bien. c'est parfait, merci. Alors, l'obligation anticipée de la mise en place de la participation. Autre disposition extrêmement importante, effectivement, du texte de 2023, de novembre 2023, donc toujours en corrélation. Donc, effectivement, cette obligation anticipée de mise en place de la participation. Alors là aussi, la mise en place de la participation est obligatoire, vous le savez, dans les entreprises qui ont employé au moins 50 salariés au cours des 5 dernières années civiles. Bon. Mais si l'entreprise applique un accord d'intéressement sans discontinuité, l'entreprise bénéficie d'un délai supplémentaire de 3 ans pour remplir son obligation. Et donc, petit avantage majoré, donc l'assujettissement à la participation peut être décollé non plus à 5 ans, mais à 8 ans. D'accord ? C'est ça, en fait, la grande disposition nouvelle. Donc, si vous voulez, si on reprend un petit peu la transposition de la loi sur la prime de partage de la valeur, si on reprend cette loi de novembre 2023, si on y regarde de près, si on la critique en totale sincérité, en totale transparence, finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On demande des restrictions nouvelles aux gouvernants d'entreprise. On leur dit, voilà, vous devez donner plus comme intérêt économique. Bon, vous avez une obligation de négociation par branche d'activité aussi, qui fait partie en parallèle du texte. J'y viendrai pas, ou peut-être un peu tout à l'heure, je m'en rappelle plus. J'ai encore quelques éléments à voir avec vous, mais voilà, dans les faits, il y a aussi une obligation de négociation par branche et après donc par établissement. Donc c'était ça l'idée. Il y a une volonté de forcer, entre guillemets, les entreprises à payer pour la destination de leurs salariés. L'idée, c'était ça, c'est de donner plus à destination des salariés. Si vous voulez, rappelez-vous, c'est M. Dussopt, à l'époque ministre du Travail, qui va dire assez formellement dans une prise de parole gouvernementale, il va dire, une question au gouvernement, nous nous rendons compte que les entreprises ne jouent pas le jeu de revaloriser les salaires alors qu'ils le doivent. On se rend compte qu'il y a des entreprises qui payent en deçà du SMIC. Alors c'est la phrase qu'il a tenue là, qui avait fait peur, où on s'est rendu compte qu'on avait un très grand nombre de sociétés françaises qui étaient encore en deçà des valeurs réelles du SMIC. Et il avait dit non seulement on va revaloriser ces entreprises, on va congédier et sanctionner ces sociétés qui ne sont pas en corrélation avec le SMIC, mais en plus, on va trouver des failles pour revaloriser les salaires qui sont beaucoup trop limités dans les entreprises. Donc on va forcer les entreprises à passer sur la table des négociations. Donc l'idée, c'est de majorer plus. Mais pour autant, on ne peut pas, et vous le savez, quand vous êtes en négoce avec les représentants syndicaux des entrepreneurs et les représentants syndicaux des salariés, il est évident qu'on donne d'un côté et on relâche de l'autre, on ne peut pas tout prendre. Et donc là, l'idée, c'était d'avoir une anticipation de participation un petit peu différenciée. Donc, je le reprends. Donc, c'est très important. Si vous avez effectivement un accord d'intéressement sans discontinuité depuis 5 années, vous avez un bénéfice de report, qui n'est pas anecdotique quand même, puisque vous avez un décalage de cette fois-ci 8 ans avant l'assujettissement à la participation. Obligatoire jusqu'à 50, enfin, obligatoire à partir de 50. Pourtant, à partir du moment où vous êtes sur du 5 ans, l'obligation, effectivement, donc c'était 5 années civiles validées. Aujourd'hui, vous attendrez jusqu'à 8 ans. Donc, vous avez le droit, entre guillemets, de vous exempter de la participation. Alors, la disposition freinant la généralisation de la participation dans les entreprises d'au moins 50 salariés, finalement, cette disposition, elle bloque cette notion des 5 ans, et donc la loi sur le partage de la valeur supprime ce report, tout simplement. Donc les entreprises qui bénéficient actuellement de cet avantage le conservent jusqu'au terme de leur report, c'est-à-dire que pour le coup, il y a des entreprises aujourd'hui qui bénéficient, alors c'est un cas assez exceptionnel, c'est-à-dire que c'est le report fondamental, c'est-à-dire que un report fondamental, que vous le sachiez, pour les RH, c'est lorsque vous obtenez, en dépit de la réglementation légale, une exceptionnalité par rapport à l'inspection du travail ou le ministère du Travail. C'est-à-dire que toute entreprise de France a le droit exceptionnellement de déroger à une loi de France. Alors, pas n'importe laquelle non plus, faut pas rêver. Mais genre, je sais pas, moi, vous avez
je sais pas, moi, vous avez une mesure sécuritaire qui n'est pas en conformité avec la légalité, il peut y avoir ce qu'on appelle une exception fondamentale. L'exception fondamentale, c'est lorsque l'inspection du travail ou le ministère du Travail vous autorise exceptionnellement à déroger à la règle. Alors en général, évidemment, hein, c'est une décision qui doit être exceptionnelle dans le temps et qui n'est pas pérenne non plus dans le temps. Hein, genre, vous utilisez une machine qui est considérée comme dangereuse, on va pas vous dire pendant 8 ans vous avez le droit de l'utiliser. On va vous dire exceptionnellement et de manière fondamentale avec des mesures de sécurité particulières, vous y avez le droit. Et donc, c'est un petit peu ça. Donc, celles, en tous les cas, les entreprises qui bénéficient actuellement d'un avantage de report, évidemment, elles le maintiennent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a Vanessa qui nous dit: nous sommes une entreprise de plus de 50 salariés et n'avons pas de DS. Nous serons éligibles à la participation en 2026. Sommes-nous obligés de négocier? Alors, je vais essayer de comprendre ce que Vanessa a voulu nous dire, parce qu'en fait, dans sa question, il y a plusieurs questions. Donc, on est plus de 50, on n'a pas de DS, donc effectivement, toute négociation devra se faire avec les représentants du personnel. Je parle pas de la PPV, je parle pas de la participation, hein, je parle vraiment à titre général. Donc là, effectivement, dépourvu de DS, vous avez le droit de négocier. Mais vous avez le droit de négocier avec un CSE, avec ce qu'on en appelle une initiative employée, c'est-à-dire que vous devez interroger vos collaborateurs dans chaque négociation que vous ferez. Là, Alors, pour le coup, Vanessa nous précise que c'est pour les bénéfices exceptionnels. ah, pour les bénéfices exceptionnels, ouais. Alors pour le coup, non, malheureusement, vous n'avez pas de délégué syndical, vous ne pouvez pas négocier. Là, c'est très clair. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a redoré, entre guillemets, la position, entre guillemets, du délégué syndical. Hein. Jusqu'alors, on avait la possibilité de pouvoir négocier sans. Enfin, jusqu'alors, je vous dis, depuis 2018, là où le délégué syndical est requis, on a la possibilité de pouvoir faire une négociation. Alors, hors ENAO, hein, je dis bien hors ENAO. Hein, mais on a effectivement la possibilité de pouvoir négocier avec initiative populaire, on appelle ça. C'est-à-dire que vous interrogez les collaborateurs et c'est eux qui, effectivement, vont donner l'orientation et le choix de l'entreprise. Donc, si les représentants du personnel se positionnent à la hauteur de l'accord validé par 70% des salariés existants, dans ce cas-là, eh bien, la validation est de mise. Hein, ça existe aussi dans les sociétés, vous savez, qui sont dépourvues de représentants du personnel. On peut aussi dire, à défaut d'avoir un représentant du personnel, on interroge les salariés s'ils sont d'accord au 7/10. Dans ce cas-là, la validation est honorable. Hein, vous le savez sans doute. Donc là, pour le coup, c'est à peu près la même chose qui se propose depuis 2018 lorsque vous êtes dépourvu de délégués syndicaux en matière de négociation hors ENAO. Donc pour la question effectivement des bénéfices exceptionnels, malheureusement, et c'est toute la problématique de cette réforme, c'est qu'on a, enfin problématique, excusez-moi, il n'y a pas de jugement entre guillemets, mais voilà, si on a redonné entre guillemets toute la plénitude de fonctionnement du délégué syndical, donc sans délégué syndical, vous ne pourrez pas obtenir ce bénéfice. Vous pouvez demander un mandatement syndical extérieur, en revanche, c'est-à-dire vous demandez à une organisation syndicale de travailler pour vous sur un moment précis. Ça, c'est possible. Voilà. Ça va? Parfait. Merci, Aziz. Mais je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nouvelle négociation ou infoconsultation avant le... D'accord, Voilà. nouvelle négociation. Nouvelle négociation. C'est une nouvelle négociation. Voilà, c'est une nouvelle négociation. En fait, vous le savez, hein, vous avez trois... enfin, alors, il y a négociation et infoconsulte en revanche. Pardonnez-moi, je vais expliquer mon truc. C'est-à-dire que dans une infoconsultation, vous demandez un avis. On est d'accord. Hein, donc, je rappelle, hein, pour tout le monde, hein, pour qu'on soit bien au clair, je préfère vérifier avec tout le monde si vous avez effectivement des éléments subsidiaires ou d'incompréhension, je préfère revenir dessus. Donc, il y a deux choses. Hein, donc, l'infoconsultation, vous le savez, hein, vous avez une infoconsulte obligatoire dans les entreprises sur la santé économique de l'entreprise, sur les orientations stratégiques et budgétaires et sur les décisions en portant conséquence sur l'emploi. Bon, ça se dit, entre guillemets, un peu général, mais en tous les cas, ça touche à plusieurs sujets en même temps. Bon. Là, vous en avez une quatrième qui se rajoute, effectivement. La PPV est une quatrième démarche qui va être entreprise. Alors, quatrième, ou alors dans les conditions d'emploi. Il y a deux interprétations. Il y en a qui disent que ça fait partie des décisions qui vont emporter des conséquences sur les conditions d'emploi, parce que les conditions d'emploi, il y a une valorisation économique qui peut être comprise, donc on peut le mettre dedans. Et il y en a qui disent que c'est une quatrième infoconsulte. Ça dépend comment on voit les choses. Quoi qu'il en advienne, cette infoconsultation, quand elle est faite, elle nécessitera forcément une négociation, puisque forcément, pour le bénéfice exceptionnel, vous avez besoin de négocier avec vos délégués syndicaux. Donc il y aura bien une négociation. Il y aura les deux, en fait. Infoconsulte plus négoce. Voilà. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'on peut inclure cette nouvelle négociation dans le cadre de notre ENAO? Oui, mais bien sûr, mais c'est dedans. Hein.
C'est dedans, hein. C'est dans la NAO, hein. C'est-à-dire vous n'allez pas faire une négociation annuelle obligatoire, enfin vous n'allez pas faire une négociation subsidiaire à la NAO. Non, il faut la faire dans la NAO. La seule chose qui est problématique, c'est que la NAO, vous allez y rentrer dans pas longtemps là, en principe, hein. Donc, et on attend encore des éléments subsidiaires de l'État concernant le chiffrage de ce bénéfice exceptionnel. Pour l'instant, vous allez caractériser les critères avec vos salariés, hein, donc avec les critères que je vous ai présentés tout à l'heure, mais il nous manque le calcul mathématique. Enfin, il nous manque le calcul mathématique. On a des références mathématiques actuellement, mais elles sont pas suffisamment précises. On attend des documents là-dessus, donc il faudra encore attendre. Je vous dis, je pense que pour le coup, faut un peu décaler, faut attendre. Je vous dis, je pense que au courant du trimestre en cours, vous allez avoir les éléments. Voilà, je vous dis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait cette réforme gouvernementale enfin, on a eu un mélange entre guillemets qui s'est mal enfin voilà, je veux dire, on a sorti une loi fin novembre, sachant qu'on sait que Macron il veut faire un retournement de situation depuis décembre, hein. On avait même dit pour les vœux peut-être qu'il allait faire une reconfiguration, donc on attendait. Bon, il est bien à peine de faire son, son, son changement gouvernemental et il n'est pas fini en plus. Donc c'est pour ça on est dans une période un peu difficile pour la réforme, pour toutes les réformes d'ailleurs. Donc voilà, soyez un peu patients, vous allez la voir, mais en tous les cas incluez cela dans les NAO, hein, bien sûr. C'est dans les NAO que vous allez discuter de toute façon des primes existantes, hein. Donc voilà, forcément que vous allez l'inclure dedans. Donc c'est dans les NAO. D'accord? D'autres questions? Non, je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Merci. Pas d'autres questions? Alors, écoutez, j'espère en tous les cas que cette présentation a été claire, hein, puisque je vous ai retransposé les 3 articles qui finalement vous sont propres. Il y a 3 articles en fait dans la PPV, dans la loi sur la prime de partage de la valeur. Il y a 3 articles qui touchent essentiellement les services RH et les représentants du personnel. C'est sur ça qu'on voulait optimiser. Donc, je reprends effectivement les éléments subsidiaires qui en découlent. Donc, vous l'avez compris, hein, l'idée c'était entre 2022 et 2023 de majorer entre guillemets les valeurs salariales d'un salarié existant dans l'entreprise, notamment les plus faibles. Aujourd'hui, on a décidé de négocier pour faire quelque chose de plus pérenne. Il y a de fortes chances que les règles de la prime de partage de la valeur, anciennement prime Macron, soient maintenues dans les règles existantes de 2022-2023 pour l'exécution budgétaire 2024. Mais en revanche, à partir du 1er janvier 2025, vous aurez une négociation obligatoire qui devra être faite sur la PPV pour toute société de plus de 11, avec également une redistribution des richesses à gains exceptionnels en fonction, là aussi, de l'intéressement et de la participation qui préexiste déjà chez vous. Et enfin, effectivement, attention à cette notion de participation anticipée. Si vous êtes sur 5 ans de participation, si vous êtes sur du 5 ans à plus de 50 et que la participation n'était pas exigeante, si effectivement vous avez effectivement un intéressement qui préexiste depuis 5 ans. Donc, si vous avez fait l'intéressement et que vous avez été un bon élève, si vous me passez l'expression, à ce moment-là, vous serez exempté de participation en plus pendant 3 ans. Donc, vous avez une sorte de petit aménagement économique qui vous est formellement proposé. Alors, si vous avez également bien compris les enjeux qui en découlent, vous comprenez bien que là, cette loi, si vous voulez, c'est pas une loi qui s'expertise en totalité, hein, c'est une loi qui rajoute des nouveautés en négociation, j'allais dire, des représentations des personnels. Donc, si vous voulez, en formation économique du CSE, vous avez à revalider effectivement ces nouveaux points. Et puis, effectivement, l'actualité du droit social pour les RH ou de manière générale, le droit des RH que nous proposons chez M2I et ailleurs, hein, mais évidemment, pour le coup, c'est chez M2I que vous allez retranscrire le mieux, je pense, cette loi. Eh bien, pour le coup, vous pourrez largement retrouver tous ces éléments dans l'interprétation de l'un ou l'autre des programmes. Mais là, pour le coup, je pense que c'est Céline qui va prendre le relais, puisqu'on va parler de programmes, on va parler d'existants, et on va expliquer un petit peu ce qui peut pas se faire. Voilà. Donc, je pense, Céline, hein, qu'on va présenter les 2 programmes qui sont impactés par la réforme, hein, puisque finalement, vous en avez 2. Hein. Vous avez un premier programme qu'on appelle maîtriser les points clés de la rémunération et de l'épargne salariale. Et vous en avez un deuxième qu'on appelle formation réglementaire CSE, consultation économique et financière pour les entreprises à partir de 50. Ces 2 programmes sont des programmes qui effectivement seront impactés pleinement. Pour être très transparent avec vous, ça va toucher à peu près 15 à 20% de chacun des programmes qui sont présentés en face de vous. Hein. Donc 15 à 20% du programme est retouché, donc elle est à jour de la réforme, même si à mon sens, elle sera pleinement opérable à partir du 1er mars, puisqu'on attend encore quelques éléments complémentaires sur le texte. Mais voilà, au 1er mars, ces 2 programmes seront totalement efficaces et, enfin, du moins, elles seront totalement en corrélation avec la nouveauté de la loi. Donc, à partir du 1er mars, ce sera le meilleur moment.
Il y a aussi un dernier programme qui ne figure pas actuellement, mais qui pourrait faire la différence si vous le voulez bien, c'est l'actualité droit social. On a un programme actualité droit social qui est souvent prédestiné pour les services RH. Donc ça aussi, dans l'actualité du droit social, c'est toutes les nouveautés sociales qui peuvent exister. Donc on vous rappelle le droit existant et on vous complète avec les nouveautés législatives et réglementaires. Donc ça aussi, c'est un programme qui fera l'objet d'une revisite, évidemment, des textes compte tenu de cette PPV, de cette nouvelle loi de novembre 2023. Voilà. Merci Aziz. Et il est important de préciser que tu animes ces formations, bien évidemment. Oui, oui. Donc merci pour ton animation et ta présentation, Aziz, très technique. Oui, j'avoue qu'elle était extrêmement technique. C'est vrai qu'elle était un peu technique. Elle n'était pas là pour tout le monde, c'est vrai, mais je pense que nos participants ont apprécié justement la technicité et ton haut niveau d'expertise sur le sujet. Si vous souhaitez bien évidemment aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire, à suivre les formations proposées par M2I, animées par Aziz. Aziz, tu nous as donné beaucoup de sujets et de pistes très intéressantes à développer, également des cas d'usage. Donc ça, je pense que c'est très important également. Vous avez un code qui s'affiche à votre écran. Donc, utilisez ce code pour vos inscriptions. Vous pourrez ainsi bénéficier de 20% de remise. Donc, vous pouvez utiliser ce code pour vous-même, mais également pour les collaborateurs de votre entreprise. Ce n'est pas un accès qui est limité par entreprise, mais bien un accès pour tous les futurs apprenants M2I. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et nous serons ravis de vous revoir en formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Je vous laisse poser d'éventuelles dernières questions si vous le souhaitez. Alors, beaucoup de questions autour du replay, de l'accès à ce webinaire. Donc, bien évidemment, Thomas se chargera de vous adresser un lien pour que vous puissiez accéder à ce replay. Également, la possibilité de revoir la présentation, le PowerPoint et également la présentation d'Aziz. Je vais me permettre de faire une dernière intervention, une dernière remarque. Je me permets parce qu'on a un grand public de RH et moi, je voudrais juste vous solliciter une remarque particulière que je me permets de vous faire. Vous savez, alors dans ma présentation, on l'a passé en revue rapidement, mais je suis anciennement attaché parlementaire, donc j'ai beaucoup travaillé en mainmise avec les ministères, notamment le ministère du Travail que je connais très bien. Et au niveau du ministère du Travail, je vous le dis parce qu'il y a une lettre de mission qui est instituée. Vous savez, quand une loi est faite, il y a toujours des lettres de mission qui en découlent. On sait ce qu'il va avoir avec cette loi. Et cette loi sur le prime de partage de la valeur, alors je vous le dis, pour les représentants du personnel, on a mis le paquet avec la loi santé du 2 août 2020, la loi du 2 août 2021, on a mis le paquet sur les formations santé-sécurité pour les représentants du personnel. Cette modification de la PPV s'inscrit dans la revalorisation économique exigible des entreprises. Et on a décidé, je vous le dis, ça s'est fait pendant les discussions du texte, de redorer également la position du CSE en matière de sauvegarde économique de l'entreprise. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'au niveau des représentants du personnel, ils vont être beaucoup plus exigeants, beaucoup plus regardants sur le volet économique, mais ça veut dire aussi que les inspections du travail seront beaucoup plus regardantes à ce sujet. Donc, moi, je vais vous donner un conseil. Travaillez bien le sujet, n'hésitez pas, et c'est pas pour vous vendre la formation, moi, je suis technicien, je vous dis en toute sincérité, mais moi, si j'étais à votre place, je jouerais la carte de, attention, je me mets au clair avec les points clés de la rémunération et des dépenses salariales. Moi, je crois que cette formation, il faut taper dedans. C'est un conseil, surtout pour les RH, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un jour, premièrement, se faire blouser parce qu'on n'a pas vu un truc arriver et c'est les représentants qui nous mettent en porte-à-faux, parce que parfois, vous le savez, sont particulièrement bien armés par leur section syndicale et vous allez vous retrouver peut-être grillé en face. L'expert comptable, on espère qu'il nous dit ce qu'il y a à dire, mais c'est au petit bonheur la chance, si vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, dernière possibilité, eh bien, c'est que vous soyez au clair, vous soyez bon. Et si vous êtes bon, dans ce cas-là, c'est que vous êtes préparé. Donc, moi, je vous donne un conseil. Je vous ai fait une présentation généraliste, ça reste un webinaire, je ne peux pas tout vous dire. Je vous ai donné le stylo, il manque le capuchon. Ou je vous ai donné le capuchon, il manque le stylo, on va dire ça. Voilà, donc moi, je peux que vous conseiller de vous engager sur ce terrain-là. Voilà. Merci Aziz pour cette précision. Quant à moi, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup Aziz pour la qualité de ton animation également. Merci en tout cas pour votre participation. Merci tout le monde. Merci encore. Et puis merci Thomas également pour ton soutien technique. On espère vous revoir tout le monde en tout cas. À très vite. Merci encore. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir et à très vite.